16 mars 1943. Le sous-marin nazi U-653 rentre à la base après un mois de combat dans l'Atlantique Nord. Allumez les moteurs! Le U-boat a une défaillance moteur. L'homme de quart aperçoit un bref éclat dans l'obscurité, suivi d'une lueur rouge. Contact ennemi! Un marin a révélé la présence d'un navire allié en allumant une cigarette. Les vigies scrutent les alentours et découvrent qu'ils sont encerclés par des dizaines d'autres navires. On est au milieu du convoi. Le U-653 a réussi à s'infiltrer à l'intérieur d'un convoi allié. Un heureux hasard qui marque le début de la plus grande bataille de convoi de la Seconde Guerre mondiale. Lors de la Seconde Guerre mondiale, les armes sous-marines permettent aux soldats de combattre sous les flots. Avec ruse, force et ténacité, leurs ennemis contre-attaquent. Révolutionnaires, mais parfois primitives, ces batailles acharnées pourront changer le cours de la guerre. Leurs histoires sont légendaires. Après s'être retrouvé par erreur au milieu d'un convoi allié, le capitaine-lieutenant Gerhard Pfeiler ordonne de plonger pour éviter d'être détecté. Tout le monde va bien? Une fois en sécurité, le U-boat piste les vaisseaux qui passent au-dessus de lui. J'entends quelque chose. Après plusieurs heures, Pfeiler refait surface juste derrière la file de navires afin de signaler leur position au quartier général. En moins d'une heure, 28 U-boateux rejoignent le U-653 pour former l'une des plus grandes meutes de loups jamais déployées. En avant toutes! Dans les 3 jours qui suivront, la puissance de destruction des U-boateux donnera à l'Allemagne un avantage radical dans la bataille de l'Atlantique. « 15 mars 1943. Le convoi allié HX-229 avance péniblement sur sa trajectoire nord-nord-est. Les navires marchands sont escortés par des vaisseaux de guerre. Plus de 3 ans après le début des hostilités, la plupart des marchandises et des matériaux nécessaires à l'effort de guerre sont transportés ainsi depuis les Amériques. L'avantage de créer des convois de navires, c'est que toutes les défenses sont concentrées autour d'un seul groupement au milieu de l'océan, ce qui donne du fil à retordre aux sous-marins. Tous les convois sont identifiés par un nom de code. HX indique un départ en provenance de Halifax. 229 signifie qu'il s'agit du 229e convoi à faire ce trajet. Le HX-229 s'approche lentement d'un autre convoi plus lent, le SC-122, au départ de New York. À eux deux, ils réunissent une petite centaine de navires marchands. Le capitaine de corvette Gordon John Luther dirige le groupe d'escorte protégeant le HX-229 sur les 4000 km d'océan à parcourir. Avec seulement 5 vaisseaux de guerre pour protéger 40 navires, le groupe d'escorte est limité. Il n'a pas du tout les moyens de fournir la protection nécessaire au convoi. Il s'agit de la seconde escorte transatlantique du capitaine Luther. Sa première fut tranquille. Mais cette fois-ci, il n'aura pas autant de chance. Les sous-marins nazis l'attendent. Quand ces 2 convois ont quitté le continent américain,
Le B-Dienst, le département des renseignements allemands, a pu lire les signaux du convoi allié. Cela leur a donné l'opportunité d'envoyer les U-Boote retrouver et attaquer ce convoi. Pour l'amiral Karl Dönitz, bloquer les cargaisons vers la Grande-Bretagne est essentiel à la victoire. On dit souvent que Dönitz exigeait 300 sous-marins pour affronter le Royaume-Uni. Et en janvier 1943, il a bel et bien 300 unités. Ce qui change en 1943, c'est que la production est bien lancée et que de très nombreux U-Boote sont à disposition. Dönitz peut en déployer plus de 50 en plusieurs meutes contre un seul et unique convoi. Les U-Boote n'ont jamais été aussi puissants. Dönitz pense avoir maintenant une flotte suffisante pour vaincre la Grande-Bretagne. Au début de l'année 1943, près de 11 millions de tonnes de matériaux et de ravitaillement ont été coulés en Atlantique. La Grande-Bretagne atteint un point critique. Environ 22% des cargaisons envoyées entre le 1er et le 21 mars n'arrivent pas à bon port. C'est le pire moment de la guerre. Les Anglais frôlent la catastrophe. Pour Dönitz, toutefois, la difficulté reste de localiser les navires ennemis. Ces hommes pratiquent la tactique de la meute. Une meute de loups est une formation de sous-marins placés sur la route de convoi afin de croiser et détecter les navires. Si un convoi est aperçu, un message est envoyé au quartier général. Les sous-marins à proximité ont ordre de se réunir et de se préparer à l'assaut. La seule manière d'affronter un convoi avec des sous-marins est de coordonner une attaque simultanée afin d'occuper les escortes et ainsi permettre aux autres U-Boote de torpiller les navires marchands. Dönitz positionne une meute, le groupe Raubgraf, au nord-est de Terre-Neuve. À ce moment-là, Dönitz est informé d'un très grand convoi, naviguant d'ouest en est, et chargé d'équipement pour les forces alliées. Il envoie alors ses troupes d'assaut intercepter ce convoi. Toutefois, les Raubgraf attaquent d'abord un autre convoi allié, ce qui trahit la position de la meute. Les Alliés changent immédiatement la trajectoire des deux convois HX-229 et SC-122. Grâce aux tempêtes, ils arrivent à passer au sud de la meute Raubgraf. Ils sont en sécurité, pour l'instant. Mais les renseignements allemands interceptent le message de l'amirauté. Comme un joueur d'échecs, Dönitz déplace ses navires comme on déplace un pion. Et il essaie de rassembler autant de U-Boote que possible pour attaquer les convois. Dönitz fait appel à deux autres meutes, les groupes Stürmer et Dränger, pour localiser et détruire les navires marchands. À 5 jours de Liverpool, sa destination, le convoi du capitaine Luther s'approche de la partie la plus dangereuse de son trajet, ce que d'aucuns appellent la gorge du diable. Les Allemands concentraient leurs meutes dans cette zone au milieu de l'Atlantique. Et début 1943, on y trouve beaucoup de U-Boote. Les convois alliés bénéficient d'une importante protection depuis les airs. Des avions équipés de radars et armés de grenades sous-marines forcent les U-Boote à plonger pour éviter qu'ils n'attaquent les convois. Mais au milieu de l'Atlantique se trouve une zone inaccessible aux engins volants. Les Alliés l'appellent le trou noir. Il y a un trou au milieu de l'Atlantique, une zone que les avions venant du Canada, de l'Islande ou de l'Irlande du Nord ne peuvent atteindre à cause de leur capacité limitée. C'est pour cela que les U-Boote se concentrent sur cette région, car ils y sont moins menacés.
Il faut 2 à 3 jours au navire pour traverser le trou noir. Sans support aérien et avec seulement 5 escortes pour protéger le convoi HX-229, Luther s'avance sans se douter de ce que Dönitz lui réserve. Où qu'ils soient entre les rives du territoire de Terre-Neuve et les côtes irlandaises, les nazis les retrouveront. Mars 1943, au cœur de l'Atlantique. Le convoi allié HX-229 passe au sud d'une meute de 8 sous-marins. Leur nom de code, Groupe Raubgraf, les barons voleurs. Le convoi navigue entre le Canada et la Grande-Bretagne. Ces 40 navires marchands sont défendus par une escorte de 5 vaisseaux de guerre. Le capitaine Gordon John Luther sait que cela ne suffira pas face à une meute de loups. Et la mer agitée ne lui facilite pas la tâche. Les U-booteux du groupe Raubgraf continuent de chercher le convoi au cœur d'une tempête glaciale. Les vents peuvent souffler à plus de 90, voire 100 km/h. Et frapper les hommes de plein fouet. La température dépasse à peine 0 degré. L'eau vient éclabousser la passerelle. Et ils doivent se placer à l'extérieur avec leurs jumelles, en scrutant dans 3 directions différentes pour maximiser leurs chances. Même par temps clément, trouver des navires n'est pas aisé. C'était très difficile pour les sous-marins de trouver les convois alliés. Ils cherchaient une aiguille dans une botte de foin. Après un mois d'opération au sein des Raubgraf, Allumez les moteurs! Le moteur tribord du U-653 lâche. À court de carburant, le lieutenant Gerhard Pfeiler doit retrouver un pétrolier avant de rentrer à la base pour réparation. Malgré leur capacité d'attaque en berne, les vigies restent à leur poste. Alors qu'ils s'éloignent, Contact ennemi! l'homme de quart fait une étonnante découverte. La visibilité est très mauvaise. Mais malheureusement, un des marins alliés allume une cigarette et indique par là même aux U-booteux la position du navire. Le U-653 se retrouve au beau milieu d'un convoi allié. Pfeiler n'a pas de torpille pour attaquer, mais il est aux commandes du sous-marin le plus puissant de l'Atlantique. On est au milieu du convoi. Il doit garder le convoi à sa portée sans être découvert. En avant toutes! Pfeiler ordonne de plonger Allez, plus vite, dépêchez-vous! pour rester invisible. Allez, allez, allez! Les hommes se ruent à l'avant pour abaisser rapidement la proue. Tout le monde va bien? Ils écoutent et repèrent différents navires du convoi passant au-dessus d'eux. J'entends quelque chose. Puis, ils se servent du bruit des propulseurs pour les pister tout en restant cachés. Après plusieurs heures, Pfeiler fait surface derrière les files de navires et leurs escortes. L'opérateur radio envoie un message au quartier général des U-booteux. 3 lettres en morse. Si un sous-marin de la zone d'opération repère l'ennemi, il signale sa position afin que les généraux prévoient une trajectoire d'interception et coordonnent une attaque de nuit avec tous les sous-marins. La meute de loups est entièrement basée sur la communication par radio. Ce serait pas possible autrement. Karl Dönitz est le cerveau des opérations.
Il les contrôle par liaison radio à haute fréquence afin de pouvoir les déplacer dans toutes les directions possibles en se servant des renseignements. Dönitz est ravi. Il a enfin une cible précise. Le reste de la meute Raubgraf n'est qu'à 130 km. Dönitz leur ordonne de foncer vers le convoi à pleine vitesse. Le U-653 continue de transmettre sa localisation tout en suivant le convoi. 11 U-boote des meutes Stürmer et Dränger font cap vers l'est. À la nuit tombée, 38 sous-marins s'avancent vers les navires peu protégés. C'était l'un des plus grands rassemblements de U-boats pour l'attaque d'un convoi. À court de diesel, Feiler est autorisé à faire le plein et rentrer à la base. Mais à présent, ce sont le U-615 et 3 autres submersibles qui traquent le convoi HX-229 et sa cargaison de plusieurs milliers de tonnes. Ils envoient un court message de localisation toutes les 2 heures. L'information est relayée aux autres U-boote afin de rectifier leur position. La meute se regroupe. Mais d'autres U-boote sont nécessaires avant de lancer l'attaque. Ils suivent le convoi de Luther dans le trou noir. Le trou noir de l'Atlantique est la plus grande zone d'opération. C'est là où le plus de navires ont été coulés parce que fin 1942, les Allemands pouvaient utiliser leurs sous-marins en toute tranquillité. Les commandants des U-boote savent qu'ils n'ont que 2 ou 3 jours pour conduire leur assaut avant que les forces aériennes ne les chassent. Poussez! 16 mars 1943, dans l'Atlantique Nord. Les U-boote suivent le convoi HX-229 et transmettent ses coordonnées pour permettre aux autres meutes de les rejoindre. Mais les opérateurs radio allemands ne sont pas les seuls à écouter. Les Alliés interceptent également ces messages via des stations le long des côtes. Si les détails des rapports ne peuvent pas être décodés, les transmissions fournissent tout de même des informations cruciales. Même si on ne peut pas lire les messages encodés, on peut savoir qu'il s'agit de sous-marins grâce à ce qu'on appelle le HUF-DUF. Les Alliés interceptent les signaux par 2 stations ou plus, équipées d'une technologie de radiocompas à haute fréquence. Puis, par une simple triangulation, les Alliés peuvent déterminer la position du U-boat. N'importe quel message radio pouvait être relevé, triangulé et révéler la position des sous-marins. Le centre de renseignement pouvait suivre d'assez près les déplacements des sous-marins allemands. L'amirauté transmet les calculs au capitaine Luther à bord du HMS Volunteer. Le capitaine Luther est en très mauvaise posture. Il sait, grâce au rapport des renseignements, qu'il est encerclé par un grand nombre de U-boote. Il n'a que 3 de ses navires et un destroyer. Mais il sait que cela ne suffira pas pour tenir face à l'attaque qui se prépare. De sombres heures attendent Luther. Les U-boote allemands sont favorisés par l'obscurité. Et le soleil se couche. Les attaques surviennent généralement la nuit et les sous-marins sont à peine immergés. Seule la passerelle reste visible. Ils avancent à pleine vitesse. C'est comme si les navires étaient attaqués par des torpilleurs. S'attendant à une attaque au nord, Luther positionne son navire, le HMS Volunteer, sur la colonne à bâbord des navires marchands. Il ordonne aux autres escortes d'adopter des positions défensives autour du convoi. Sept U-boote allemands s'approchent déjà.
Dönitz pouvait attendre avant d'avoir assez de sous-marins, 6, 8, parfois même 15 ou 20 autour du convoi. Et puis, il donnait l'ordre qu'au bon moment, à la nuit tombée, on passe à l'attaque. À bord du U-603, On remonte. le lieutenant Bertelsmann se prépare à une attaque surprise en surface. Bertelsmann arrive à se placer entre des navires de guerre, dont le HMS Beverly, un destroyer de la Royal Navy et une corvette. Et il parvient à se faufiler entre les escortes afin de tirer sa torpille sur le convoi. Alors que Bertelsmann aligne son tir, le capitaine Luther ordonne au convoi de virer vers le sud, dans l'espoir d'éviter les U-boateux repérés au nord et à l'ouest. Il faut avoir de la chance. Car même si on est parfaitement placé, dès que le convoi se met à zigzaguer, le positionnement est gâché. Et un autre sous-marin qui se trouvait auparavant mal placé peut d'un coup se retrouver parfaitement en face de la cible. Le détour de Luther donne à Bertelsmann l'occasion d'attaquer plus tôt que prévu. Le U-603 et son équipage sont en mer depuis plus d'un mois. Ils ont déjà coulé 2 navires d'un autre convoi. Il ne leur reste plus que 4 torpilles. Mais certaines sont équipées d'une nouvelle technologie appelée FAT. Les Allemands avaient développé une nouvelle torpille à tête chercheuse appelée FAT. Plus besoin d'infiltrer le convoi, ils pouvaient tirer une torpille depuis l'extérieur et celle-ci suivrait une trajectoire définie. Les torpilles armées du système de guidage FAT font des virages réguliers jusqu'à ce qu'elles touchent leur cible ou se vident de leur carburant. Cela faisait aussi croire que le U-boat était à l'intérieur du convoi et non à l'extérieur. Mais c'est risqué. Les torpilles FAT ne font pas la différence entre les navires alliés et les U-boateux allemands. Tous sont en danger. Poussez. L'opérateur radio de Bertelsmann avertit les autres U-boateux que des torpilles FAT vont être tirées. Quand un sous-marin est informé qu'un autre va tirer une torpille FAT, il doit quitter la zone d'action de la torpille ou descendre plus profond, afin que la torpille passe au-dessus de lui. Chargez torpilles 2 et 3. Les hommes tirent les 4 torpilles restantes. Feu! Bien sûr, le résultat avait tendance à être hasardeux et les torpilles ont raté 2 navires. Mais elles ont finalement trouvé leur cible. Chargé à rabord de blé et de manganèse, Préparez-vous à plonger. le navire Elinka est immobilisé. Lorsque Luther réalise que l'un de ses bateaux a été touché, Contact à bâbord. il ordonne ce que la Royal Navy appelle une demi-framboise. Toutes les escortes se tournent vers l'extérieur pour balayer leurs alentours en suivant une route triangulaire pour localiser le sous-marin qui a tiré la torpille. Ils utilisent le radar pour détecter les U-boateux à la surface. L'ASDIC, un type de sonar, cherche les sous-marins immergés. Mais Bertelsmann plonge sans être repéré et rentre à la base. Les escortes de Luther échouent à localiser le moindre U-boat dans leur secteur. Mais au cours de son balayage, le HMS Pennyworth découvre les canaux de sauvetage du Elinka, le navire coulé par Bertelsmann. Le convoi de Luther n'a pas de navire de sauvetage. La procédure standard du convoi exige que le dernier navire marchand de la file aille secourir les survivants. Mais les marins du Elinka ont été abandonnés. C'est à l'une des précieuses escortes d'aller les récupérer. Alors que minuit approche, seulement 3 escortes sont en place pour défendre les navires, les cargaisons et les hommes du convoi HX-229. D'autres U-boateux approchent et se mettent en position d'attaque. Le U-758, commandé par Helmut Manzek, suit le convoi depuis plus de 12 heures. Ennemi à 2000 mètres.
Il se dirige à tribord du convoi qui n'est pas protégé. Permission de tirer. Il tire 4 torpilles sur le convoi. 2 navires marchands sont touchés. Une fois que la bataille est engagée, les Alliés sont en plein chaos. Feu! Presque simultanément, un autre U-boat fait feu. L'effet est dévastateur. Le cargo SS Luckenbach est touché. Les sous-marins arrivent de partout. Les navires coulent ça et là. C'est un chaos absolu mais contrôlé, dans le sens où ils profitent aux Allemands. Puis, peu après minuit, le lieutenant Siegfried Strelo lance sa propre attaque. Permission de tirer. Le cargo américain William Eustis, transportant 7000 tonnes de sucre, est touché. Une fois de plus, le dernier navire marchand ne peut secourir les rescapés. Comme les autres escortes sont en plein sauvetage, Luther doit faire un choix. Lors d'une attaque comme celle-ci, où les navires sont coulés, le commandant d'escorte est toujours face à un dilemme. Doit-il sauver les rescapés ou chasser les sous-marins? C'est un choix cornélien, notamment dans ce cas précis, car il n'y avait pas de navire de sauvetage dans le convoi. C'est une terrible décision à prendre. Le capitaine Luther n'hésite pas longtemps. Il part lui aussi secourir les survivants. Les navires restants du convoi HX-229 poursuivent leur route sans aucune protection. Les équipages espèrent que l'attaque des U-boateux est terminée. En réalité, le carnage ne fait que commencer. Le 17 mars 1943, aux premières lueurs du jour, le convoi allié HX-229 se rassemble après une série d'attaques par les U-boateux allemands. 4 navires marchands ont été coulés. Alors que les destroyers et les corvettes qui constituent l'escorte se hâtent de secourir les rescapés, les navires restants sont laissés sans défense. Toutefois, après plusieurs minutes, aucune attaque ne survient. Le HMS Volunteer est le premier à reprendre sa position aux abords du convoi. Bientôt, les HMS Beverly et Mansfield reprennent également leur position défensive. Mais leur répit sera de courte durée. À bord du U-600, le lieutenant Bernhard Zurmulen Quelle trajectoire? 20 degrés nord-ouest. suit le convoi en silence depuis 4 heures, préparant son assaut. Après avoir terminé son entraînement en septembre 1941, Zurmulen sera engagé comme le seul commandant que le U-600 connaîtra. Plein gaz, en avant toute. Il dirige son U-boat vers l'avant du convoi. Chargez les torpilles 1 et 4. Chargez 1 et 4. Puis il tire une salve de 5 torpilles. Torpille 1, feu! Torpille 1, feu. Torpille 4, feu! Il touche 3 navires, dont le Southern Princess, un pétrolier transportant 10 000 tonnes de carburant. Les U-boateux grignotent invariablement le convoi, comme le fait le U-600 en coulant un pétrolier qui explose de manière spectaculaire. C'est très satisfaisant pour le sous-marin, mais moins pour le convoi. Luther ordonne à 2 escortes d'effectuer des balayages à tribord le long du convoi. Son propre navire, le HMS Volunteer, scrute à bâbord. 2 sous-marins sont repérés à la surface et repoussés.
Luther fait de son mieux. Il chasse les sous-marins, mais il n'a pas assez d'éléments pour affronter le danger qui l'attend. Echo, direction 3-2-0 vers la droite. Même si les escortes détectent les U-booteux avec leur ASDIC, leur chasse est un échec. Mais l'attaque de Zurmulen sera la dernière de la nuit. À l'aube, le soleil se lève sur un convoi décimé. Sur 590 marins, 447 ont été secourus grâce à la rapidité des hommes de Luther. Les U-booteux de la Raubgraf ont réussi à couler 8 navires marchands du convoi HX-229. 160 km plus loin, le convoi SC-122 a également été attaqué durant la nuit. L'un des premiers U-booteux de la meute Stürmer le repère. Et 4 autres navires sont perdus. La première attaque de la première meute de U-booteux a coulé 12 navires alliés. La victoire est écrasante. Seulement 2 sous-marins ont été endommagés. Une série de messages envoyés au quartier général fait état de 90 000 tonnes de cargaison détruites. Dönitz réalise finalement que ces U-booteux ne sont pas en contact avec un, mais 2 convois alliés. Nous sommes ici face à un cas de trajet mal préparé, parce que les 2 convois ont été envoyés sur la même route, traversant la zone dangereuse, avec des sous-marins allemands. Cette erreur fut par la suite repensée afin d'éviter de la reproduire. Dönitz transmet l'ordre à ses U-booteux de poursuivre les attaques. Comme ce convoi HX en particulier a subi plus de pertes que n'importe quel autre convoi durant la guerre, on se dit à Londres que ce n'est pas la meilleure méthode pour protéger les navires marchands. Il faudrait songer à une alternative. L'ennui, c'est qu'il n'y en a pas. Le jour suivant, la crise ne fait qu'empirer pour les Alliés. Auparavant très en retrait, le HX-229 rattrape le convoi lent SC-122. Les U-booteux nazis ont piégé près d'une centaine de navires marchands peu protégés sur 260 km². La plupart des premiers Raubgraf, à court de carburant et de torpilles, quittent le combat. Mais les meutes Stürmer et Drenger commencent à montrer les crocs. Le HX-229 est toujours hors de portée des avions. S'il n'avait pas autant dévié vers le sud, un support aérien aurait été possible. Mais en ce 17 mars, le convoi se trouve toujours dans le trou noir. Concrètement, l'amirauté dit aux escortes et à leurs commandants de se battre pour avancer, jusqu'à ce qu'ils puissent envoyer un support aérien. Alors que d'autres U-booteux se rapprochent, le capitaine Luther et ses escortes devront se battre pour survivre. 38 sous-marins des groupes Stürmer et Drenger encerclent les 2 convois. Se risquant à la lumière du jour, ils continuent de détruire les navires marchands les uns après les autres. C'est une bataille d'une ampleur extraordinaire. Il y a plus de 100 navires impliqués de chaque côté, des escortes, des cargos, des sous-marins. Dönitz a déployé plus de 50 U-booteux et 40 d'entre eux ont participé. L'envergure de la bataille est gigantesque. Mais au cours de la journée, le temps s'améliore. Les corvettes et les destroyers reprennent l'offensive en localisant et en détruisant les U-booteux.
Leurs meilleures armes sont les bombes ou grenades sous-marines, conçues spécifiquement pour couler le submersible. Elles peuvent être réglées pour exploser à différentes profondeurs et ainsi endommager le dessus comme le dessous du sous-marin. C'est la pression qui détruit le sous-marin. Il n'explose pas comme si un projectile le heurtait et détonnait à son contact. Il suffit de le comprimer. Pour sa première patrouille, le lieutenant Kurt Lange commande le U-530. Il vient de localiser le convoi HX-229 et transmet son rapport. Cargo à bâbord. Vers l'avant. Alerte! Lorsqu'il plonge pour éviter d'être repéré, le destroyer HMS Beverly Contact. le détecte sur son sonar et le charge. Le U-530 plonge en urgence pour éviter l'attaque. Le sonar du Beverly continue de traquer le U-boat. Guidé par les échos du sonar, le HMS Beverly largue ses grenades sous-marines. Le commandant a du mal à calmer son équipage. Tout le monde ne peut qu'attendre et espérer, parce qu'ils sont impuissants. Les structures externes sont endommagées par les explosions et se remplissent d'eau. Le poids supplémentaire attire le U-boat vers le fond. L'appareil descend à 240 mètres. Tout le monde est sous tension. L'adrénaline coule à flot, mais personne ne peut remuer d'un millimètre. L'eau leur arrive aux chevilles. L'appareil grince sous la pression. Le lieutenant Lange et ses hommes entendent le destroyer juste au-dessus de leur tête. Il devait réaliser que dorénavant, il était devenu la proie et qu'il aurait recours à la chance, car il ne pouvait rien contre les escortes. L'ennui avec les sous-marins, c'est qu'il n'y a jamais beaucoup de rescapés. Si l'appareil coule, tout le monde coule, personne n'en revient. « 17 mars 1943. Les U-boats nazis ont coulé plus d'une dizaine de cargos, mais le U-530 est traqué par une escorte alliée. Tout a commencé par de l'adrénaline positive, comme s'il chassait une proie dans les bois. Et tout d'un coup, un ours ou un loup se dresse devant eux, et ils n'ont plus qu'à fuir. Mais le U-530 a de la chance. Le HMS Beverly perd la trace du sous-marin. Allez, allez, c'est bien. Quand le silence retombe, l'équipage se remet en action. En faisant attention à la jauge d'énergie, il remonte par paliers de 10 mètres. Il doit économiser son carburant, car il en a besoin pour la propulsion. Autrement, l'appareil tomberait de plus en plus profond. Allez, allez. Après 2 heures d'assaut, le U-boat de Lange refait surface. Leur calvaire est terminé.
Ils sont chanceux d'avoir survécu. Durant la journée du 17 mars, d'autres attaques alliées On y va! forcent 12 U-boats allemands à perdre la trace du convoi. Quand on est commandant, ce qu'il faut faire, Dégagez! c'est semer l'ennemi. Les attaques sont les bienvenues, mais c'est encore mieux de les couler. Peu à peu, la balance penche en faveur des Alliés. Même si les U-boats continuent de les suivre, les deux convois approchent du bord du trou noir. Les avions alliés peuvent atteindre les convois depuis l'Europe. Les meutes sont maintenant chassées depuis les airs. Les patrouilles aériennes, les Liberator, les Sunderland et les Fortress protègent le convoi, au grand soulagement des escortes. Comme la cavalerie qui descend la colline, l'arrivée des avions côtiers change drastiquement la situation. Les avions peuvent forcer les sous-marins à plonger. Une fois qu'ils sont immergés, leur mobilité est réduite. Un B-17 du 206e escadron se positionne à l'arrière du convoi, en espérant prendre un U-boat par surprise. Avion ennemi! Alerte! Tout le monde descend! Alerte! Vite, vite! Le U-384 n'a pas le temps de plonger, que 4 grenades sous-marines sont déjà larguées. Les explosions le heurtent des deux côtés. Le U-384 sombre au fond de l'océan, avec 47 hommes à son bord. L'arme fatale des nazis est devenue un cercueil de fer. Maintenant que le convoi a sa couverture plutôt agressive au-dessus de sa tête, le plus raisonnable pour les U-boateux est de se retirer et retourner dans le trou noir pour trouver un autre convoi sans support aérien. Dönitz annule finalement l'attaque. Les HX-229 et SC-122 ont enduré un assaut de 3 jours et subi une destruction inégalée. Feu! Entre les deux convois, 22 navires transportant plus de 146 000 tonnes de cargaison ont été détruits. Parmi les vaisseaux restants, 11 ont accueilli plus de 1100 survivants. Durant les attaques de sous-marins en mars 1943, la stratégie de la meute de loups de Dönitz fonctionne à merveille. Les victoires laissent à penser que l'Allemagne est sur le point de remporter la bataille de l'Atlantique. Pendant les 3 premières semaines de mars, 100% des convois traversant l'Atlantique Nord ont été détectés et plus de 50% d'entre eux ont été attaqués par les U-boateux. Mais à la fin du mois, le rapport de force va s'inverser. Les ressources arrivent ainsi que le beau temps. Et tout bascule brusquement à la fin du mois de mars. Des journées plus longues, une meilleure technologie et de nombreux avions vont permettre aux Alliés de refermer le trou noir. Quand les forces aériennes deviennent plus agressives au printemps 43, avec le trou noir refermé grâce aux plus petits avions quadrimoteurs tous équipés de radars, Dönitz n'a plus nulle part où aller. Il devra démissionner fin mai parce qu'il n'a plus rien à faire. Les Allemands passent d'une quasi-victoire quelle qu'elle fût à une défaite catastrophique en l'espace de 8 semaines. La bataille contre les convois SC-122 et HX-229 est mineure dans le contexte de la guerre, mais elle marque le tournant de la bataille de l'Atlantique. Mais les appuis aériens renforcés ne sont pas la seule raison de la déroute des U-boats. Le cœur de la tactique de la meute était le contrôle radio centralisé depuis le quartier général. Le problème était que cela trahissait la position des sous-marins. La tactique fut à l'origine de sa propre fin.
Les Alliés regagnent l'avantage des renseignements. Le climat s'améliore et le trou noir disparaît. Les nazis ne peuvent plus se cacher. En mai, l'amiral Dönitz ordonne à ses U-booteux de quitter l'Atlantique Nord. Les meutes de loups ne seront jamais plus près de la victoire qu'elles ne le furent durant ces longues nuits de mars 1943.